Mes parents ont exigé que j'organise le somptueux mariage de mon frère chéri dans ma maison, après m'avoir mis à la porte il y a des années. J'ai refusé, alors ils ont prévu de me prendre par surprise avec toute la noce de toute façon. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'avais préparé en réponse. Je suis Marc. J'ai 35 ans, et mes parents ont tenté de forcer le mariage de mon frère chéri dans ma maison, 8 ans après m'avoir mis à la porte et m'avoir dit que je n'étais plus leur fils. Avant de vous raconter comment j'ai méticuleusement planifié et exécuté une réponse qui a transformé leur embuscade arrogante en l'humiliation publique et financière la plus catastrophique qu'ils auraient pu imaginer, dites-moi dans les commentaires ci-dessous d'où vous regardez. Tout a commencé par ce qui aurait dû être un parfait dimanche matin, le genre de matinée paisible et ensoleillée de Californie qui vous donne l'impression d'avoir enfin réussi. J'étais assis sur la vaste terrasse en séquoia de la maison que j'ai conçue moi-même, construite avec l'argent d'un studio de design graphique que j'ai créé à partir de rien. L'air était pur, embaumant le jasmin et la légère odeur sèche du canyon en contrebas. Une tasse de café chaud à la main, j'éprouvais un profond sentiment de paix. C'était mon sanctuaire, c'était la vie qu'ils juraient que je n'atteindrais jamais, le succès contre lequel ils se sont activement acharnés. C'est alors que le son strident de mon téléphone a déchiré le silence. Un numéro inconnu. Mon instinct m'a dit de l'ignorer, que rien de bon ne sort jamais d'un numéro inconnu un dimanche matin, mais un instinct idiot et persistant m'a fait glisser pour répondre. Marc. La voix était plus ténue que dans mon souvenir, tendue par l'âge, mais elle était aussi familière et importune qu'un cauchemar récurrent. C'était une voix qui était restée silencieuse pendant 8 ans, pas depuis le jour où elle se tenait immobile dans l'embrasure de la porte en regardant mon père jeter mes affaires sur la pelouse comme s'il s'agissait d'ordures. C'était ma mère, Eleanor. Maman? Le simple mot me semblait étranger, tendu et cassant. Tout mon corps s'est raidi, un soldat se mettant au garde à vous. Le morceau parfait de la matinée n'a pas seulement cassé, il a explosé. Marc chéri, ronronna-t-elle, la voix enrobée d'une douceur épaisse et fausse qui me hérissait toujours la peau. J'ai les nouvelles les plus merveilleuses. Ton frère Jason va enfin se marier. Je n'ai rien dit. Mon silence était un mur. Jason, l'enfant chéri, l'élu, le fils qui est allé à la faculté de droit comme un bon garçon, même s'il lui a fallu 3 essais et un don conséquent de mon père pour finalement y arriver. Il épouse Annabelle Rose du Country Club. Son père est Franklin Rose de Rose Investment, un homme très important. Elle fit une pause, s'attendant clairement à ce que je sois impressionné, à ce que je sois bouche bée devant le coup d'éclat social qu'elle avait orchestré. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Il était froid de toute façon. Elle continua, sans se laisser décourager, nous avons prospecté des lieux, et honnêtement, rien ne se compare à votre belle maison. Nous avons tous décidé que la cérémonie aura lieu sur votre pelouse arrière. Cette vue magnifique sera parfaite pour les photos. J'ai failli m'étouffer. L'audace pure et sans vergogne était comme une force physique. Ce n'était pas une requête, ce n'était même pas une demande, c'était un décret royal. Non, dis-je. Le mot sortit plat, froid et absolu. La douceur sirupeuse de sa voix se transforma en acide. Que veux-tu dire, non, Marc? Ne sois pas égoïste. C'est pour ton frère. C'est pour le bien de la famille. Famille? Un rire court et amer s'échappa de mes lèvres. Quelle famille? Vous m'avez mis à la porte. Vous m'avez dit, et je cite, que je n'étais plus un fils de cette maison. Vous ne m'avez pas adressé un seul mot depuis 8 ans. Nous ne sommes pas une famille. Sa voix tomba à un murmure glacial. N'ose pas prendre ce ton avec moi. Nous sommes tes parents, et tu vas nous montrer du respect. Il est trop tard pour ta petite protestation de toute façon. Les invitations ont déjà été imprimées et envoyées, avec ton adresse dessus. 200 des personnes les plus importantes de la ville s'attendent à être ici le samedi 15 septembre. Nous serons là, Marc, et tu ne feras pas de scène et n'embarrasseras pas cette famille devant les roses. Clic. Elle a raccroché. Je suis resté figé sur ma propre terrasse, le téléphone serré dans ma main, mes jointures blanches. La menace planait dans l'air, épaisse et suffocante. Ils allaient envahir ma maison, mon sanctuaire, le seul endroit sur terre que j'avais créé pour moi-même, et ils allaient l'utiliser comme accessoire de scène pour leur famille heureuse et parfaite, une famille dont je n'ai jamais été assez bien pour faire partie. J'ai regardé le canyon tentaculaire, la preuve tangible d'une vie construite à partir des décombres de leur rejet. Ils pensaient que j'étais encore cet enfant de 18 ans effrayé et brisé. Ils pensaient que je m'effondrerais.
Ils n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire maintenant. L'écho de la tonalité s'est estompé, laissant un silence retentissant qui était plus fort que la voix de ma mère. Mon cœur battait frénétiquement contre mes côtes. Mon premier instinct immédiat a été d'appeler Georges. Il était plus qu'un ami, il était la seule famille que j'avais eue depuis 8 ans. C'est lui qui s'est présenté avec 2 sacs de couchage et un pack de 6 bières la nuit où j'ai été mis à la porte, qui n'a pas dit un mot mais s'est simplement assis avec moi sur le trottoir jusqu'à l'aube. C'est lui qui a cru en moi alors que je n'avais absolument aucune raison de croire en moi. Georges, dis-je, ma voix tendue au moment où il décrocha. Tu dois t'asseoir. Tu ne vas pas croire le niveau de folie auquel je suis confronté en ce moment. J'ai raconté toute la conversation, ma voix tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Je lui ai parlé de la demande, du ton, de la menace, des 200 invités. Georges, fidèle à lui-même, a écouté sans interruption, son silence une présence réconfortante à l'autre bout du fil. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Alors, laisse-moi bien comprendre, dit-il finalement, sa voix dangereusement basse. Après 8 ans de silence absolu, elle t'appelle, non pas pour s'excuser, ni pour savoir comment tu vas, mais pour t'informer que ta maison est maintenant un lieu de mariage pour le frère qui est resté là à te regarder te faire virer? Ça résume assez bien la situation, dis-je, un goût amer dans la bouche. Et ils menacent de se pointer comme une prise de contrôle hostile. C'est leur plan. Ils comptent sur le fait que je ne ferai pas de scène, que j'avalerai simplement ma fierté pour éviter l'humiliation publique. C'est ce que je faisais toujours avant. Oui, avant, insista Georges. Tu n'es plus ce gamin, Marc. Alors, c'est quoi le plan? On obtient une ordonnance restrictive. On barricade l'allée? Je ne sais pas, confessai-je, arpentant ma terrasse. Une ordonnance restrictive, c'est compliqué. C'est public, et ça a juste l'air défensif. Ils m'ont mis dans un coin. Je dois trouver un moyen de sortir de ce coin, pas seulement construire des murs plus épais. Pendant que je parlais, le poids du passé s'est abattu sur moi comme un linceul physique. Je me suis enfoncé dans l'une des chaises de la terrasse, oubliant complètement la belle matinée. La scène d'il y a 8 ans s'est déroulée dans mon esprit aussi vivement et brutalement que si c'était un film que j'étais obligé de revoir chaque jour. J'avais 18 ans, vibrant d'une sorte d'optimisme pur et sans mélange que seul un adolescent peut ressentir. J'étais assis dans le bureau imposant de mon père, une pièce qui sentait toujours le cuir ciré et le jugement silencieux. J'avais une lettre serrée dans ma main, une lettre d'acceptation à la Rhode Island School of Design, l'une des meilleures écoles d'art du pays. Elle était accompagnée d'une bourse partielle. C'était tout ce dont j'avais jamais rêvé. Papa, maman, dis-je, ma voix tremblant d'excitation, j'ai été accepté. J'ai été accepté à RISD. Mon père, Richard, un homme qui mesurait le monde en heures facturables et en victoires judiciaires, ne leva même pas les yeux du mémoire juridique qu'il était en train de lire. Une école d'art, Raya Teil, les mots dégoulinants de dédain. J'espère que tu ne parles pas sérieusement. Nous n'allons pas payer une fortune pour que tu apprennes à barbouiller. Tu es inscrit au programme de pré-droit à State cet automne. Cette décision a été prise. Mais c'est mon rêve, papa, plaidai-je, ma voix diminuant sous son regard méprisant. Je suis bon dans ce domaine. Les gens me paient déjà pour des commandes. Je peux construire une vraie carrière. Cela l'a fait lever les yeux, ses yeux de la couleur de l'acier froid m'ont cloué à la chaise. Une carrière, tonna-t-il, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. Tu seras un bohème vivant dans un appartement crasseux à mendier des restes. Tu seras une honte pour le nom de cette famille. Aucun de mes fils ne va gâcher sa vie avec de telles absurdités enfantines. Tu deviendras avocat, tu seras respectable, tu apporteras l'honneur à cette famille, pas la honte. Ma mère, Eleanor, se tenait encadrée dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, une statue de marbre silencieuse d'accord. Elle était une maîtresse de l'agression passive, de dire tout en ne disant rien du tout. Son silence était son verdict. Et mon jeune frère, Jason, alors âgé de 16 ans, regarda par-dessus son épaule, un sourire suffisant et triomphant sur son visage. Il savait à ce moment-là qu'il venait de gagner. Il était le bon fils, l'héritier présomptif. Une vague de désespoir provocateur monta en moi. Si je ne peux pas poursuivre mon rêve, dis-je, ma voix tremblant mais ferme, alors je ne vais pas à l'université juste pour vivre le vôtre. C'était la mauvaise chose à dire. Le visage de mon père passa de sévère à orageux. Il se leva d'un bond, la chaise lourde grinçant contre le parquet.
Alors tu n'es plus mon fils, rugit-il, sa voix faisant trembler les fenêtres. Si tu choisis cette vie pathétique, tu la choisis seul. Sors de ma maison maintenant. Ils ne m'ont pas seulement demandé de partir, ils m'ont effacé. Ma mère est entrée dans ma chambre et a préparé une seule valise avec une fureur froide et efficace. Ils l'ont jetée sur la pelouse devant. Mon père s'est tenu sur le porche et m'a dit que si j'essayais de les contacter à nouveau, il appellerait la police. La porte d'entrée s'est fermée avec une finalité assourdissante. J'avais 18 ans, debout sur le trottoir avec une valise et $74 dans ma poche. J'étais complètement, terriblement seul. Marc, tu es là, mon pote? La voix de Georges était une bouée de sauvetage me tirant des profondeurs glaciales du souvenir. Oui, je suis là, dis-je, ma voix rauque. Je me souviens juste. Non, dit Georges sévèrement. Ne les laisse pas te ramener là-bas. Ce type est parti. Tu es le type qui possède une maison avec vue sur le canyon maintenant, souviens-toi de ça. Écoute, s'ils ont déjà imprimé des invitations, il doit y avoir un site web pour le mariage. Trouve-le, vois quel mensonge il raconte. La connaissance, c'est le pouvoir. Il avait raison. J'ai raccroché et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Cela a pris moins de 30 secondes. Mariage de Jason Sterling et Annabelle Rose. Le premier résultat était un lien vers un site web léché et professionnel, et là, remplissant l'écran, il y avait une photo panoramique à couper le souffle de ma maison au coucher du soleil. Ma maison, mon chez-moi. Le titre disait « Rejoignez-nous pour une soirée magique au magnifique domaine de la famille Sterling ». Le domaine de la famille Sterling. Le mensonge était si éhonté, si audacieux, qu'il m'a presque coupé le souffle. J'ai cliqué sur les pages. Il y avait une galerie de photos montrant ma piscine à débordement, mon jardin méticuleusement paysagé, la terrasse sur laquelle j'étais assis en ce moment même. C'étaient des photos immobilières professionnelles, probablement récupérées de l'ancienne annonce. Ils avaient une page RSVP déjà remplie de dizaines de réponses oui, une liste de cadeaux avec des articles coûtant des milliers de dollars. Ils n'avaient pas seulement décidé d'utiliser ma maison, ils avaient coopté toute ma vie, ma réussite, et la porté comme un costume pour impressionner leurs amis riches. Alors que je fixais l'écran, un souvenir différent s'effrayait un chemin à travers la colère, un souvenir tendre. Ma marraine, Béatrice, la sœur aînée de mon père, le mouton noir de la famille. C'était une peintre brillante et excentrique qui vivait à Santa Fe et qui sentait toujours la térébenthine et la sauge. C'était la seule qui ait jamais encouragé mon art, qui m'envoyait des carnets de croquis pour mon anniversaire au lieu d'obligation d'épargne. Elle était décédée d'un cancer quand j'avais 20 ans. La famille avait clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu aux funérailles, mais je me souvenais d'une lettre qu'elle m'avait envoyée juste avant la fin. Je gardais une petite boîte de choses significatives, mon premier prix de design, une photo de Georges et moi à la remise des diplômes de notre lycée, quelques autres souvenirs. Je savais que c'était là-dedans. J'ai trouvé la boîte au fond du placard de mon bureau et j'ai soulevé le couvercle. C'était là, sur le dessus d'une pile de vieux croquis. Son écriture était tremblante mais élégante. La lettre était pleine d'amour et d'encouragement, mais c'est le dernier paragraphe qui me coupa le souffle. Je me suis assuré que tu sois pris en charge, mon cher Marc, avait-elle écrit. Je t'ai laissé un petit quelque chose dans une fiducie. Ton père en est l'administrateur, mais il ne peut pas y toucher. C'est verrouillé jusqu'à ce que tu aies 35 ans. Ce n'est pas une fortune, mais c'est suffisant pour te donner un vrai coup de pouce, ou un coup de pouce turbo si tu as déjà commencé. Ne les laisse pas t'en dissuader. C'est ton héritage de moi. J'avais 35 ans maintenant. La fiducie. Je l'avais complètement oublié dans ma course désespérée pour construire une vie, ma fierté farouche de tout faire moi-même, et mon désir de n'avoir rien à faire avec cette famille. Je n'avais jamais cherché à en savoir plus. Mon téléphone sonna à nouveau, un numéro familier cette fois, ma tante Carole, la sœur de ma mère, la collectrice d'informations et la culpabilisatrice désignée de la famille. Marc chéri, c'est ta tante Carole, commença-t-elle, sa voix dégoulinant d'une inquiétude sirupeuse. Ta mère m'a dit que vous aviez eu une petite conversation. Je voulais juste appeler pour voir comment tu allais. Je vais bien, tante Carole, dis-je, ma voix monotone. Oh, bien. Tu sais, Marc, ta mère est tellement fière de Jason. Ce mariage est vraiment, vraiment important pour la famille, une chance de repartir à zéro, surtout après, enfin, tu sais, après que la petite entreprise de Jason ait eu besoin de ce gros afflux d'argent l'année dernière.
Ce mariage avec Annabelle est une aubaine. Mon sang se glaça. Les mots planèrent dans l'air, bourdonnant comme des frelons en colère, gros afflux d'argent l'année dernière. Quelle entreprise était-ce, demandai-je, luttant pour garder ma voix décontractée. Oh, une histoire de start-up technologique. C'était très compliqué. Tout ce que je sais, c'est que tes parents ont remué ciel et terre pour lui obtenir l'investissement dont il avait besoin. Ce sont vraiment des parents merveilleux, qui soutiennent toujours leurs enfants. Un soupçon sombre les commença à se former dans le creux de mon estomac. Un fonds fiduciaire qui venait d'arriver à échéance, un frère qui avait soudainement besoin d'un important apport d'argent frais, ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était trop parfait, trop propre. Je dois y aller, tante Carole, dis-je, la voix sèche. Bien sûr, ma chérie. Rappelle-toi que la famille est la chose la plus importante. Essaie d'être heureuse pour ton frère. Je raccrochai, l'esprit tourbillonnant à toute vitesse. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image si laide qu'elle me rendait malade. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage. Il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. J'ai immédiatement rappelé Georges. Georges, dis-je, la voix basse et menaçante, c'est pire. Bien pire. Je crois qu'ils ont volé mon héritage. Le lundi matin suivant ressemblait à l'aube d'une guerre. Le soleil de Californie était éclatant, mais je ne ressentais qu'une froide et impitoyable résolution. Le premier nom sur ma liste de choses à faire était Monsieur Abernathy, le vieux notaire qui avait géré la succession de ma marraine Béatrice. J'ai trouvé le numéro de son cabinet en ligne et j'ai composé le numéro, les jointures de mes doigts blanchissant alors que je serrais le téléphone. Après avoir navigué dans un labyrinthe de menus automatisés, j'ai finalement atteint un être humain, une réceptionniste à la voix joyeuse. Abernathy, Cromwell et Finch, comment puis-je vous aider? Je voudrais parler à Monsieur Abernathy, s'il vous plaît. Je m'appelle Mark Sterling. Je suis désolé, monsieur. Monsieur Abernathy est semi-retraité et ne reçoit que sur rendez-vous. C'est une affaire personnelle, insistai-je, une note d'urgence dans ma voix. Il s'agit de la succession de sa sœur, Béatrice Sterling. S'il vous plaît, dites-lui que je suis en ligne. Elle soupira, le son d'une réticence bureaucratique, mais me mit en attente. La musique d'attente était un morceau de musique classique générique et minuscule qui me tapait déjà sur les nerfs. Je faisais les 100 pas dans mon bureau, mes pas faisant écho au rythme frénétique de mon cœur. Chaque seconde qui passait me paraissait une heure. Finalement, une voix rocailleuse se fit entendre. Mark? Mark Sterling? Est-ce vraiment vous, mon garçon? Monsieur Abernathy, oui, c'est moi. Merci d'avoir pris mon appel. Bien sûr, bien sûr. J'aimais tellement votre marraine, une vraie originale, celle-là. J'ai été tellement désolé d'apprendre la brouille avec vos parents. Béatrice avait le cœur brisé. Elle était unique en son genre, acquiesçai-je, la gorge serrée. Monsieur, je vous appelle au sujet de la fiducie qu'elle a créée pour moi. Dans sa lettre, elle disait qu'elle arriverait à échéance à mon 35e anniversaire. C'était le mois dernier. J'ai entendu le bruissement de papier à son bout du fil. Ah, oui, la fiducie supplémentaire Béatrice Sterling, un instrument intelligent. Laissez-moi juste ouvrir le dossier. Tout est numérisé maintenant, vous savez, beaucoup plus efficace. Encore du bruissement. Voilà. Oui, la fiducie est arrivée à échéance comme prévu. L'intégralité du capital a été versée il y a quelques semaines conformément aux instructions. Mon estomac se noie. Versé? Je n'ai reçu aucun fonds, monsieur Abernathy. Je n'ai signé aucun document. La ligne se tut un instant. Le bruissement des papiers devint plus urgent. Eh bien, c'est très irrégulier. Mes dossiers indiquent que le formulaire d'autorisation de versement a été reçu et traité. Les fonds, 200 000 $ pour être exact, ont été virés sur le compte désigné du bénéficiaire. Y a-t-il un moyen, demandai-je, ma voix à peine un murmure, que vous puissiez m'envoyer par courriel une copie de ce formulaire d'autorisation signé? Bien sûr, Marc. Je l'envoie à votre adresse électronique enregistrée en ce moment même. Faites-moi savoir si vous ne le recevez pas. La notification par courriel est apparue presque instantanément. La ligne d'objet indiquait autorisation de versement, fiducie B Sterling. Ma main tremblait tellement que j'ai manqué le tapis de souris à ma première tentative de l'ouvrir. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai cliqué à nouveau.
Le document était un formulaire financier standard, d'apparence sèche. Mes yeux ont parcouru le jargon juridique jusqu'à la ligne de signature en bas. On pouvait y lire marque des sterling. Mon nom, ma signature, sauf que ce n'était pas le cas. C'était un faux pathétique, presque comique. L'inclinaison était complètement fausse, trop droite. Le M était trop arrondi et la boucle du K était un cercle maladroit et enfantin. On aurait dit que quelqu'un avait tracé une ancienne signature, quelqu'un qui ne connaissait pas le flux naturel de mon écriture. C'était le genre de faux que mon frère Jason aurait tenté pour un mot d'excuse au lycée. Mais Jason n'aurait pas su comment y accéder. Mon père, en revanche. Mon père était l'exécuteur testamentaire de Béatrice. Il aurait eu tous les documents, il aurait connu la date exacte d'échéance de la fiducie, il aurait su exactement ce qu'il faisait. Les pièces ne se sont pas seulement mises en place, elles se sont emboîtées avec la force d'un accident de voiture. Mon père avait falsifié ma signature. Il avait volé mon héritage. 200 000 $, l'important apport d'argent frais dont tante Carole avait si gentiment parlé pour la dernière entreprise ratée de Jason. Ce n'était pas seulement un coup de pouce d'un parent qui soutient son enfant, c'était un grand vol qualifié. C'était mon argent, laissé à moi par la seule personne de ma famille qui m'ait jamais vraiment vu, et il l'avait siphonné pour alimenter les ambitions de leur enfant chéri. Une vague de nausées chaudes et vertigineuses m'envahit. J'ai dû me cramponner au bord de mon bureau, ma vision se rétrécissant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait d'une violation d'une confiance sacrée, d'une trahison si profonde qu'elle ressemblait à une blessure physique. Pendant 8 ans, ils ont fait semblant que j'étais mort pour eux, mais c'était un mensonge. Je n'étais pas mort pour eux. J'étais un compte bancaire secret et non surveillé qu'ils pouvaient piller à leur guise. J'ai passé les heures suivantes dans une fureur froide et méthodique. J'ai appelé la banque qui avait géré la fiducie, en me faisant passer pour le fils inquiet qui essayait de retrouver une transaction familiale. J'ai réussi à soutirer les détails du virement bancaire à un représentant du service clientèle compatissant. L'argent avait été transféré du compte de fiducie vers un compte d'épargne personnel au nom de Richard Sterling. De là, une série de transferts subséquents ont été effectués vers un compte courant d'entreprise pour une société appelée Jason Venture LLC. Une recherche rapide en ligne a confirmé que la société avait été officiellement dissoute il y a 3 mois, ses actifs étant déclarés nuls. L'argent avait disparu, volatilisé. Alors même que j'absorbais toute l'étendue esséurante du vol, mon téléphone sonna avec un numéro local inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais j'étais dans un état d'hypervigilance. Allô ? Puis-je parler à Marc, s'il vous plaît, demanda une voix pétillante de femme. À l'appareil. Merveilleux. Ici Maria d'Elegant Events Catering. Je fais juste une confirmation finale pour le magnifique mariage de Jason Sterling et Annabelle Rose, prévu le 15 septembre sur votre belle propriété. Nous sommes tous très enthousiastes. Je vous appelle juste pour confirmer le calendrier de paiement final. Nous avons reçu la compte initiale, et le solde restant de 45 000 $ sera dû une semaine avant l'événement. Je voulais juste m'assurer que vous étiez prêt à gérer cela. Je me suis figé, le téléphone me donnant l'impression d'un bloc de glace contre l'oreille. Mon cerveau bégayait, essayant de rattraper son retard. Je suis désolé, pourriez-vous répéter ? Quel acompte ? L'acompte de 15 000 $ que vous nous avez versé le mois dernier, dit-elle, sa joie se transformant en confusion. Il a été débité sur la carte de crédit Visa se terminant par 4277 émise au nom de Mark Sterling. Mon sang ne s'est pas seulement refroidi, il s'est transformé en glace solide. Cette carte. C'était une carte supplémentaire du compte de mon père que j'avais eu à l'université pour les urgences. Je l'avais découpé et jeté il y a 8 ans, en supposant que le compte était fermé. Ils ne l'avaient jamais annulé. Ils avaient conservé le numéro, et ils venaient de l'utiliser pour verser un acompte non remboursable sur une facture de traiteur de 45 000 $ à mon nom. Ils ne se contentaient pas de planifier de s'incruster chez moi, ils prévoyaient de me faire financer toute l'extravagance. L'audace pure et vertigineuse de la chose était presque impressionnante. Pendant une fraction de seconde, cette ancienne sensation d'impuissance est revenue, la sensation d'être un petit garçon pris dans un jeu avec des géants cruels qui écrivaient toutes les règles. Le désespoir était un poids physique qui pesait sur ma poitrine, murmurant « c'est trop. Laissez-les gagner. C'est plus facile. » Mais ensuite, mes yeux se sont posés sur la signature falsifiée sur l'écran de mon ordinateur. J'ai pensé aux paroles gentilles et encourageantes de Béatrice dans sa lettre. J'ai pensé aux 8 années de silence,
à la lutte, à la fierté que j'avais ressentie en construisant cette vie, brique par brique. Le désespoir n'a pas seulement disparu, il s'est consumé. Il s'est consumé, laissant derrière lui une colère si pure, si froide, si mortellement concentrée qu'elle ressemblait à une arme. Il pensait que j'étais faible. Il pensait que j'étais toujours cet enfant brisé qu'il pouvait manipuler et jeter à volonté. Ils avaient fondamentalement mal compris ce que j'étais devenu en leur absence. J'ai décroché le téléphone et j'ai composé le numéro de Georges. Ma main était parfaitement stable. Ils ont commis une fraude criminelle, Georges, dis-je, ma voix calme et totalement dépourvue d'émotion. Ils ont volé 200 000 $ de mon héritage, et ils viennent d'essayer de me faire porter le chapeau pour une facture de traiteur de 45 000 $. C'est fini. Ce n'est pas un drame familial. C'est une entreprise criminelle, et je vais la démanteler pièce par pièce. Les 48 heures qui ont suivi ont été un chef-d'œuvre de chaos maîtrisé. Ma colère s'était transformée, passant d'un feu déchaîné à un rayon laser. Mon premier appel après ma révélation à Georges a été un deuxième appel à Georges. J'ai besoin de parler à ton oncle, dis-je, sans préambule. Le juge Thompson. Je ne demande pas de faveur, ni qu'il enfreigne les règles. J'ai besoin d'un café de 30 minutes, hors procès-verbal. J'ai besoin de comprendre la stratégie. J'ai besoin de savoir comment pense un homme puissant quand il est acculé au pied du mur. Georges, sentant le changement dans ma voix, passant du désespoir à la détermination, a simplement dit « Je vais m'en occuper ». Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un restaurant discret et à l'ancienne, loin de nos quartiers habituels. Le juge Thompson était une figure imposante, même en polo décontracté. Il avait une façon de vous regarder qui donnait l'impression qu'il lisait les notes de bas de page de votre âme. Je n'ai pas perdu de temps avec les politesses. J'ai exposé toute l'histoire méthodiquement, chronologiquement, le rejet, les 8 années de silence, la demande de mariage, l'héritage volé, la signature falsifiée, la charge frauduleuse du traiteur. J'ai fait glisser un dossier sur la table contenant des copies des documents clés. Il a écouté attentivement, son regard fixé sur mon visage, sans toucher à son café. Quand j'ai fini, il a ouvert le dossier et a examiné la contrefaçon et les relevés bancaires. Il est resté silencieux pendant une minute entière, son expression sombre. Marc, dit-il finalement, sa voix grave. Premièrement, ce que votre famille a fait est répréhensible. Deuxièmement, cela a dégénéré bien au-delà d'une querelle familiale. Faux, fraude électronique, fraude à la carte de crédit, ce sont des crimes fédéraux graves. Poursuivre une affaire pénale est une voie possible, mais c'est une voie longue, brutale et émotionnellement épuisante. Cela peut prendre des années, et l'issue n'est jamais certaine. Il s'est penché en avant, ses yeux fixant les miens. La voie civile est différente. C'est plus propre. Il s'agit de restitution et de justice selon vos conditions. Il s'agit de les frapper aux 2 endroits qui leur causeront le plus de douleur, leur compte bancaire et leur réputation publique. Il a tapé sur le dossier. Vous avez une montagne de preuves, mais vous avez besoin de plus que des preuves. Vous avez besoin d'une arme pour protéger votre maison le 15 septembre. Un simple nom est un bouclier fragile. Vous avez besoin d'une forteresse légalement impénétrable. Vous avez besoin d'un contrat préexistant, blindé et juridiquement contraignant qui fasse de leur simple présence sur votre propriété un acte criminel sans ambiguïté. Il s'est adossé à sa chaise et a pris une longue gorgée de son café. Ce n'est pas mon bac à sable. Vous avez besoin d'un plaideur, un vrai requin. Je connais le meilleur avocat civiliste de l'État pour ce genre de travail. Elle s'appelle Jessica Albright. Elle ne se contente pas de gagner des affaires, elle anéantit ses adversaires. Dites-lui que je vous ai envoyé. J'ai quitté ce restaurant avec un plan de bataille. Je ne me défendais plus, je passais à l'offensive. Mon geste suivant ce jour-là pourrait sembler sentimental, mais il était stratégique. Ce soir-là, je suis allé à une collecte de fonds pour le centre communautaire LGBTQ+ local. Après avoir été exilé par mes propres parents, j'avais trouvé un sentiment d'appartenance tranquille dans les communautés construites sur le choix et l'acceptation. J'avais été un donateur modeste mais régulier pendant des années, et je connaissais la directrice du centre, une femme pétillante nommée Sarah. Je l'ai trouvée près de la table des enchères silencieuse, l'air épuisé. Soirée difficile, Sarah, demandai-je. Elle a soufflé une mèche de cheveux violets égarés hors de son visage. Oh, salut Marc, tu n'as aucune idée. Notre lieu principal pour le Big Pride in the Park Festival du mois prochain vient de nous annuler,
une histoire de non-respect de permis. Maintenant, nous sommes dans une situation désespérée. Nous avons besoin d'un espace extérieur qui puisse accueillir quelques milliers de personnes, et tout est soit complet, soit veut nous facturer une fortune que nous n'avons pas. Et voilà. L'univers n'a pas seulement murmuré la réponse, il me l'a crié à travers un mégaphone. La pièce finale, brillante et dévastatrice de ma stratégie s'est mise en place. C'était plus que parfait, c'était une justice poétique au plus haut point. Sarah, dis-je, un sourire lent et délibéré s'étendant sur mon visage, et si je te disais que j'ai une solution? Que penserais-tu d'organiser ton festival Pride sur un domaine privé de plusieurs acres à flanc de colline avec l'une des meilleures vues du comté, complètement gratuitement? La mâchoire de Sarah s'est décrochée. Chez toi, Marc? Tu es sérieux? Ça nous sauverait. Ce serait incroyable. Je suis très sérieux, dis-je, mon sourire s'élargissant. Je n'ai qu'une seule condition non négociable, la date. N'importe quoi. Dis-moi. Ce doit être le samedi 15 septembre. Le lendemain, je suis entré dans le bureau du centre-ville de Jessica Albright. Elle était exactement comme on l'avait dit, impeccablement vêtue, rayonnant une aura de compétence mortelle. Son bureau était minimaliste, moderne et surplombait toute la ville. Je ne lui ai pas fait perdre son temps. J'ai présenté le classeur de preuves. Elle a examiné les documents avec une concentration terrifiante, ses yeux perçants ne manquant rien. Un sourire lent et prédateur s'est formé sur ses lèvres. C'était le sourire d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Monsieur Sterling, dit-elle, sa voix douce comme de la soie mais avec un tranchant d'acier, ce n'est pas un procès, c'est une exécution publique. Nous demanderons le principe du vol, 8 ans d'intérêt composé, la restitution intégrale des frais frauduleux et des dommages-intérêts punitifs pour infliction malveillante et intentionnelle de détresse émotionnelle. Leur comportement est si flagrant, tellement hors de propos, qu'un jury fera la queue pour vous accorder des dommages-intérêts. Ensuite, je lui ai parlé de mon plan pour le Pride Festival. Elle s'est adossée à sa chaise et a laissé échapper un rire discret. C'était un son d'admiration professionnelle pur et sans mélange. « Oh, c'est magnifique » murmura-t-elle. « Ce n'est pas seulement légalement étanche, c'est psychologiquement dévastateur. J'adore ça. » Nous avons passé le reste de la journée avec son équipe à rédiger les contrats et les avis juridiques. La plainte a été rédigée, prête à être déposée à 9 h du matin le lundi 17 septembre. Le contrat de location de ma propriété au centre communautaire pour le festival a été accéléré, signé et notarié avant la fin du jour ouvrable. J'ai payé tous les permis imaginables pour un événement massif, une police d'assurance, une équipe de sécurité privée et un détachement de policiers en congé pour gérer la circulation, le contrôle de la foulée, surtout, tous les invités indésirables. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, ma propriété est devenue un terrain de rassemblement. Des camions de livraison sont arrivés à des heures indues, déposant des échafaudages, du matériel sonore, des installations d'éclairage et des toilettes portables, le tout discrètement stocké dans mon grand garage et derrière la maison d'amis. Pendant tout ce temps, ma famille est restée silencieuse, pas un seul appel ni texto. Je savais ce qu'ils pensaient. Ils pensaient que mon silence était une capitulation. Ils s'imaginaient que je tondais la pelouse à contre-cœur, préparant ma maison pour leur glorieux triomphe. Ils riaient, trinquant à leur victoire, assurés de leur pouvoir sur moi. Ils vivaient dans une fantaisie magnifiquement construite, et je construisais tranquillement et méthodiquement la bombe qui allait tout faire voler en éclats. Le matin du 15 septembre s'est levé lumineux et incroyablement clair. Un vent chaud de Santa Ana faisait bruire les feuilles depuis ma terrasse. L'air n'était pas rempli de l'énergie nerveuse d'un mariage, mais du rythme palpitant de la musique pop et du bourdonnement joyeux et ascendant de centaines de voix. À 10 h du matin, ma maison avait subi une métamorphose complète. La vaste pelouse principale où ma mère avait imaginé un hôtel drapé de fleurs était maintenant dominée par une scène massive. Une bannière arc-en-ciel de la taille d'un petit bus était tendue sur le dessus, ses lettres blanches audacieuses proclamant l'amour et l'amour. Des camions de restauration, un vibrant convoi de délices culinaires, étaient garés le long de la vaste allée, répandant des arômes de tacos, de pizza et de barbecue dans l'air. Une mer de gens, un kaléidoscope d'âge, de sexe et d'origine, affluaient sur la propriété, leurs visages illuminés de joie. Sarah et son équipe avaient fait des miracles. Ma maison, mon sanctuaire de solitude, ne s'était jamais sentie aussi pleine de vie, aussi pleine de bonheur authentique et sans mélange. C'était une célébration de tout ce que ma famille rejetait. À 14 h 30 précise,
l'heure d'arrivée imprimée en caractères élégants sur les invitations frauduleuses, le premier signe de l'invasion apparut. Un cortège funéraire de 5 limousines noires rutilantes commença son ascension lente et arrogante de ma longue allée sinueuse. Je me tenais sur le balcon du 2e étage de mon bureau, un point de vue élevé surplombant l'entrée entière. J'ai senti un calme étrange et puissant s'installer en moi, l'immobilité au cœur d'un ouragan que j'avais orchestré. Georges se tenait à mes côtés, son téléphone stable, son objectif capturant la scène en contrebas. Jessica, mon avocate, était positionnée discrètement près de la porte principale, un porte-document en cuir coincé sous son bras. Le sergent Miller, un homme dont le calme dégageait de l'autorité, se tenait avec 2 de ses officiers en congé, prêts. Le plateau était dressé, les pièces étaient en mouvement. La limousine de tête s'arrêta en ronronnant juste avant la porte principale, qui était maintenant flanquée de 2 souriants bénévoles du festival tenant des presse-papiers. La porte arrière de la limousine s'ouvrit, et mon père, Richard, se hissa péniblement hors de la voiture. Il était moulé dans un smoking d'une taille trop petite, son visage en feu sous l'effet de la chaleur et de l'importance qu'il se donnait. Ma mère, Éléanore, émergea ensuite, une vision fragile en soie champagne et un chapeau ridiculement grand, son visage un masque soigneusement construit de triomphe suffisant. Puis vint mon frère, Jason, ayant l'air pâle et transpirant dans son costume, suivi de sa future mariée, Annabelle Rose, qui ressemblait moins à une mariée rougissante qu'à un otage terrifié. Des voitures suivantes, les parents d'Annabelle, les très conservateurs et obsédés par l'image, M et Madame Rose, émergèrent, avec mon cousin perfide David et une coterie d'autres parents, tous vêtus de leurs plus beaux atours. Mon père, ignorant complètement les bénévoles, s'avança vers la porte en fer et la secoua avec impatience. « Très bien, ouvrez ça » aboya-t-il, ne s'adressant à personne en particulier, mais au monde en général. La noce est arrivée. Un jeune homme aux yeux doux et une épinglette arc-en-ciel sur son t-shirt s'avança. « Je suis vraiment désolé, monsieur, dit-il avec une politesse inébranlable, mais c'est un événement privé sur invitation aujourd'hui, le festival Fierté dans les collines. Êtes-vous sur la liste des invités ?» Mon père le fixa comme s'il venait de commencer à parler en langue. « Qu'est-ce que vous venez de me dire » balbutia-t-il. « Qu'est-ce que tout ça? Ce bruit? Ce cirque ?» Il fit un geste de la main dédaigneux et dégoûté vers un groupe de personnes à proximité qui riaient et agitaient de petits drapeaux de la fierté. Sarah, la directrice du festival, s'avança, son presse-papier tenu comme un bouclier. « C'est notre collecte de fonds annuelle, monsieur, dit-elle, sa voix claire et ferme, et tout ce domaine a été légalement et contractuellement loué au centre communautaire pour toute la durée de la journée. » C'est à ce moment que ma mère, ses yeux scrutant la propriété avec une panique croissante, finit par m'apercevoir sur le balcon. « Marc, hurla-t-elle, sa voix une chose perçante et laide. Elle pointa un doigt tremblant, son gant couleur champagne rendant le geste d'autant plus dramatique. « Qu'est-ce que cela signifie? Tu es en train de ruiner la journée spéciale de ton frère. » Je suis descendu lentement l'escalier en colimaçon extérieur, laissant délibérément leur fureur monter. J'ai traversé la pelouse et me suis arrêté à une distance de sécurité de 3 mètres de la porte, les obligeant à me regarder à travers les barreaux comme les intrus qu'ils étaient. « La journée spéciale de mon frère » demandai-je, ma voix amplifiée par le silence soudain et expectant. « Mère, je crois avoir été explicitement clair avec toi au téléphone. »« Non, tu as choisi de ne pas écouter. »« Ce n'est pas mon problème. »« Nous sommes tes parents, » rugit Richard, sa voix craquant de rage impuissante. « C'est la maison de notre famille. Tu vas ouvrir cette porte, et tu vas fermer ce spectacle monstrueux tout de suite. » Il saisit les barreaux de fer et les secoua violemment, son visage prenant une teinte marbrée et dangereuse de violet. « En fait, dis-je, ma voix tombant dans un ton froid et clinique que je savais qu'il irriterait plus que de crier ne le pourrait jamais, c'est ma maison, achetée avec mon argent, gagnée grâce à la carrière que vous appeliez un fantasme infantile. Et aujourd'hui, cette propriété est le site légalement sanctionné du festival Fierté dans les collines. Vous, et les 200 invités qui sont sur le point d'arriver et de trouver cela, êtes indésirables. Légalement, vous êtes classé comme intrus. » Comme invoqué par le mot lui-même, le sergent Miller s'avança. Sa taille imposante et l'autorité de son uniforme eurent un effet modérateur immédiat sur la scène. « Monsieur, dit-il, s'adressant à mon père avec une voix impeccablement polie mais ne laissant aucune place à la discussion, mes officiers et moi avons personnellement examiné les permis d'événement, les documents d'assurance et le contrat de location signé. Il s'agit d'un événement privé légitime. Le propriétaire de la propriété a clairement indiqué qu'il ne voulait pas de vous ici. Je vous demande officiellement,
à vous et à votre groupe, de quitter les lieux immédiatement. Le sang s'échappa du visage de mon père. Il regarda l'officier impassible, la mer de drapeaux arc-en-ciel, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Il était complètement vaincu. Ma mère avait l'air d'avoir été giflée. La mâchoire de Jason était relâchée, son aura de garçon d'or se dissolvant dans une mare de confusion pathétique. Mais c'est la réaction de Monsieur Franklin Rose qui fut la vraie victoire. Il s'était tenu en retrait, un observateur silencieux, son visage un nuage d'orage d'incrédulité et d'horreur naissante. Cet homme, dont le monde entier était construit sur la réputation, le contrôle et les apparences conservatrices, assistait à un spectacle public de dysfonctionnement. Il voyait un patriarche criant et irrationnel, une matriarche hurlante et hystérique, et un marié faible et sans colonne vertébrale. Il voyait la vérité laide derrière la façade en argent sterling soigneusement poli. Il fit un pas décisif en avant, son visage taillé dans du granit. Il saisit fermement le bras de sa fille. « Annabelle, dit-il, sa voix un commandement bas et mortel, nous partons. » « Mais papa, balbutia Annabelle, ses yeux grands de panique alors qu'elle regardait de son père à Jason. « Le mariage, ma robe. »« Il n'y a pas de mariage, déclara Monsieur Rose, son regard froid balayant ma famille avec un air de profond mépris. Il fixa ses yeux sur Jason. « Et vous et moi aurons une conversation sur l'avenir du capital de Rose Investissement dans votre petite entreprise lundi matin à la première heure. » La menace était tacite mais absolue. Il se tourna, guidant sa femme stupéfaite et sa fille en pleurs vers leur limousine sans un seul regard en arrière. Ce fut le coup de grâce. Le barrage de la contenance de ma famille éclata. Les sanglots d'Annabelle étaient audibles. Ma mère marmonnait, humiliée, complètement humiliée. Et mon père, mon puissant, intouchable père, perdit complètement le contrôle. Il déchaîna un torrent d'injures contre moi, un flot d'invectives et de menaces civiles, si pleines de haine, qu'elles mirent à nu le cœur pourri de l'homme. Et le téléphone de George, depuis le balcon au-dessus, captura chaque mot accablant. Le sergent Miller en eut finalement assez. « Monsieur, ça suffit. Vous pouvez partir de votre propre chef, ou vous pouvez partir menotter. Le choix vous appartient. » Il n'y avait pas de choix. Vaincus, déshonorés et publiquement démantelés devant leur père et leur sauveur financier, ils se retirèrent. Ils retournèrent en traînant les pieds vers leur limousine, un défilé brisé et pathétique d'échecs. Alors que leur voiture exécutait un demi-tour maladroit à 3 points et s'éloignait dans la honte, un encouragement spontané et joyeux éclata de la part des participants au festival qui avaient assisté à toute la scène. J'ai levé les yeux vers George, qui m'a fait un signe de tête solennel et respectueux. Je n'avais pas seulement défendu ma maison, je les avais démasqués. J'avais utilisé la scène même qu'ils cherchaient à coopter pour leurs mensonges afin de diffuser la vérité indéniable de qui ils étaient réellement. La victoire était totale. Les conséquences immédiates furent une cascade de conséquences, chacune étant le résultat direct de cette scène désastreuse à ma porte. La vidéo que George avait enregistrée ne fut jamais divulguée aux tabloïds ou aux médias sociaux. Ce n'était pas nécessaire. Elle fut déployée avec une précision chirurgicale par le bureau de Jessica comme une pièce maîtresse à conviction. Mais le véritable dommage fut causé par le bouche à oreille, se propageant comme une traînée de poudre dans le petit monde incestueux que mes parents habitaient. Le premier domino à tomber fut Jason. Il m'appela ce soir-là, sa voix un désordre rauque et hystérique. « Tu as fait ça » hurla-t-il dans le téléphone, ses mots ponctués de sanglots désespérés. « Tu as ruiné ma vie. Annabelle m'a quitté. Elle ne veut même pas prendre mes appels. Son père m'a appelé personnellement. Il a dit, et je cite, « Notre relation commerciale est terminée, avec effet immédiat. Il retire tout son financement. Mon entreprise est finie. Tout est parti. C'est de ta faute. » J'ai écouté sa tirade, ne ressentant rien d'autre qu'un vide profond hélas. De ma faute, ai-je finalement dit, ma voix froide et uniforme. J'ai dit non à maman. J'ai exprimé ma position très clairement. Vous avez tous pris un risque calculé. Vous avez parié que j'étais toujours le même enfant faible que vous pouviez malmener. Vous avez perdu. Ce n'est pas de ma faute, Jason. Ce sont les conséquences de vos propres actions. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse balbutier un autre mot. Le lendemain matin à 9h01, Jessica Albright déposa notre plainte civile de 2 millions de dollars, le dépôt auprès du tribunal, un document public, détaillait chaque accusation de manière atroce, le vol de l'héritage via une signature falsifiée, l'utilisation frauduleuse de ma carte de crédit,
Le complot de violation de domicile. Un huissier de justice livra des copies au domicile de mes parents et à leur avocat de famille stupéfait. La guerre s'était déplacée sur un nouveau champ de bataille officiel. Les retombées sociales furent tout aussi dévastatrices. Nous avons appris, par l'intermédiaire de tante Carole, qui m'a appelé non pas pour s'excuser mais pour m'accuser hystériquement d'avoir détruit la famille, que mon père avait été poliment mais fermement invité à démissionner de son poste prestigieux au conseil d'administration de son église. La famille Rose était un pilier de cette communauté, et leur désapprobation silencieuse avait plus de poids que toute plainte formelle. Ma mère, dont toute l'identité était liée à son calendrier social et à son statut de présidente de comité pour diverses œuvres de bienfaisance, était soudainement persona non grata. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse, ses invitations à déjeuner étaient poliment refusées. Ils avaient construit leur monde sur une base d'image et de réputation, et du jour au lendemain, cette base s'était réduite en poussière. Une semaine plus tard, le bureau de Jessica reçut un appel de leur avocat, un homme nommé Henderson, demandant une réunion pour discuter d'un règlement potentiel. Nous acceptons la réunion, me conseilla Jessica au téléphone. Sa voix était vive et assurée. C'est un signe de faiblesse. Ils savent que nous les tenons à la gorge. Nous ne négocierons pas, nous dicterons les termes. Je veux que tu sois là. Je veux qu'il te voie assis à mes côtés, complètement maître de la situation. La réunion se tint dans une grande salle de conférence intimidante au 40e étage de l'immeuble de bureau de Jessica au centre-ville. La vue sur la ville était spectaculaire. Je me suis assis d'un côté d'une table massive en acajou poli, vêtue d'un costume pointu fait sur mesure. Jessica était assise à mes côtés, une mallette en peau d'alligator sur la table devant elle. Mes parents et Jason furent introduits quelques minutes plus tard. Ils ressemblaient à des fantômes. Ils étaient ratatinés, pâles et épuisés. Les vêtements coûteux pendaient différemment sur eux maintenant, ressemblant moins à un uniforme de pouvoir qu'à un costume bon marché. Leur avocat, Henderson, un homme aux yeux fatigués et aux épaules avachis, s'éclaircit la gorge et commença par un appel timide. Madame Albright, Mark, nous sommes tous ici aujourd'hui dans l'espoir de pouvoir résoudre cette affaire à l'amiable, en famille. Une action en justice de cette nature, avec ce genre d'allégations, c'est tellement destructeur pour les liens familiaux. Jessica laissa le silence planer un instant avant de répondre. Elle n'éleva pas la voix, elle n'en avait pas besoin. Ces mots étaient comme des éclats de glace. Monsieur Henderson, commença-t-elle, se penchant lentement en avant, soyons parfaitement clairs. Ceci a cessé d'être une affaire de famille au moment où vos clients ont conspiré pour commettre plusieurs crimes contre mon client. Nous ne sommes pas ici pour discuter des liens. Nous sommes ici pour discuter de la restitution. Elle ouvrit sa mallette et en sortit un épais classeur à spirale. Elle le fit glisser au centre de la table avec un bruit sourd. Dans ce classeur, dit-elle, sa voix froide et méthodique, vous trouverez des copies des relevés de virements bancaires du Beatrice Sterling Trust. Vous trouverez une déclaration sous serment notariée d'un expert en écriture manuscrite reconnu à l'échelle nationale confirmant que la signature sur le formulaire de versement est un faux. Vous trouverez des relevés bancaires montrant la trace directe de ces fonds volés dans Jason Venture LLC. Elle fit ensuite glisser une photo brillante de 8x10 à travers la table. C'était un arrêt sur image cristallin de la vidéo de George, une photo parfaite du visage de mon père déformé dans un masque de rage pure alors qu'il me criait à travers la porte. Nous avons également 3 heures de preuves vidéo haute définition documentant l'intrusion criminelle de vos clients, leurs troubles à l'ordre public et les multiples menaces de violence proférées par votre client, Monsieur Richard Sterling. Enfin, elle poussa une copie du contrat de restauration vers l'avant. Et voici le contrat frauduleux conclu en utilisant les informations de carte de crédit volées de mon client. Nous avons une déclaration complète du service de prévention de la fraude de la société émettrice de la carte de crédit. Ils sont très intéressés par ceci, d'ailleurs. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, une image de pouvoir absolu et inattaquable. Mon client n'est pas intéressé par des excuses. Il n'est pas intéressé par une séance de thérapie familiale. Il est intéressé par la justice. Le chiffre de 2 millions de dollars indiqué dans notre plainte n'est pas une tactique de négociation, c'est notre offre d'ouverture. Nous sommes pleinement prêts à passer à un procès devant jury, et franchement, je ne peux pas imaginer un jury dans l'État de Californie qui ne serait pas ravi de faire un exemple de vos clients. Par conséquent, je vous conseillerais vivement d'avoir une conversation très sérieuse avec eux sur les avantages d'un règlement rapide, discret et complet. J'ai regardé leur visage. Mon père, le titan de la salle d'audience, était cendré et silencieux.
Ma mère semblait essayer de se rapetisser sur sa chaise. Jason fixait simplement la surface polie de la table comme si elle contenait les réponses à l'univers. Ils étaient entrés en espérant trouver une faille dans ma détermination, une faiblesse qu'ils pourraient exploiter. Au lieu de cela, ils avaient marché directement dans un échec et match juridique parfaitement exécuté. J'ai regardé à travers la table les 3 personnes qui avaient essayé de m'effacer. Je ne ressentais aucune rage. Je ne ressentais aucune pitié. Je ne ressentais rien du tout. Et dans ce néant, j'ai trouvé ma liberté. Les mois qui ont suivi cette réunion dans le bureau de Jessica furent un démantèlement tranquille et méthodique de la vie de ma famille telle qu'ils la connaissaient. Face à une affaire impossible à gagner et à l'humiliation publique d'un procès, ils furent acculés. Leur avocat, Henderson, leur conseilla clairement que leur seule option était de régler. Ils essayèrent de se battre, bien sûr. Il y eut des offres basses, des tentatives de faire traîner la procédure en longueur, des appels pathétiques par des voies détournées. Jessica les écarta tous comme des mouches. Elle était une force de la nature, et elle était de mon côté. Finalement, ils capitulèrent. Le règlement s'éleva à une somme substantielle à 7 chiffres. Pour la payer, ils furent obligés de vendre leur maison tentaculaire dans la banlieue riche où j'ai grandi, la maison même dont ils m'avaient expulsé. Ils durent liquider la plupart de leur portefeuille d'investissement et encaisser leurs fonds de retraite. Tout ce sur quoi ils avaient construit leur identité, la maison, le statut social, l'illusion de la richesse, fut dépouillé. La justice n'était pas seulement un concept, c'était une facture qui était finalement arrivée à échéance. Pendant cette période, ma propre vie commença à s'épanouir de manière inattendue. L'histoire du non-mariage, comme on l'appela, circula parmi l'élite de la ville. Alors que certains des types les plus conservateurs prirent le parti de mes parents, un nombre surprenant de personnes furent impressionnées par mon audace et ma pensée stratégique. Mon studio de design, déjà prospère, fut soudainement inondé d'appels de nouveaux clients de premier plan. L'un d'eux était un milliardaire de la technologie, un homme qui figurait en fait sur la liste des invités d'origine du mariage. Il s'était présenté, avait vu le festival de la fierté battre son plein, avait entendu l'histoire et avait apparemment bien ri. Il appela mon bureau une semaine plus tard. « J'aime ta façon de penser, Sterling, avait-il dit au téléphone. Tu ne te contentes pas de jouer le jeu, tu changes le plateau. J'ai besoin de ce genre de pensée pour l'image de marque de ma nouvelle entreprise. Le travail est à toi si tu le veux. » C'était le plus gros contrat de ma carrière. L'ironie était si forte que je pouvais la goûter. L'événement même que ma famille avait orchestré pour coopter mon succès pour sa propre image avait si spectaculairement échoué qu'il finit par propulser ma carrière à un tout autre niveau. Mais la transformation la plus profonde vint de ce que je choisis de faire de l'argent du règlement. Il était souillé, un produit de la douleur et de la trahison. Je n'en voulais pas dans ma vie, alors j'ai décidé de le recycler. J'ai pris les $200 000 d'origine, le montant exact de mon héritage volé, et j'ai travaillé avec un conseiller financier pour créer une fondation caritative. Je l'ai appelée la bourse Béatrice Sterling, en hommage au seul membre de la famille qui ait jamais cru en mes rêves. Sa mission était simple, fournir des bourses à de jeunes artistes, musiciens et écrivains qui avaient été désavoués ou financièrement coupés par leur famille pour avoir choisi une voie créative. La première cérémonie de remise de la bourse eut lieu dans mon jardin. La pelouse où mon père avait l'intention de se tenir et de regarder son fils préféré se marier était maintenant remplie d'une douzaine de jeunes brillants et pleins d'espoir, leur énergie étant un contrepoint vibrant au souvenir de ce qui aurait pu être. Je me suis levé et ai prononcé quelques mots, puis j'ai appelé le nom de la première bénéficiaire, une jeune peintre farouchement talentueuse nommée Maya. Elle avait été mise à la porte de chez elle pour avoir refusé de se spécialiser en comptabilité. Alors que je lui tendais le chèque surdimensionné, elle le regarda avec des larmes coulant sur son visage. « Je dormais dans ma voiture la semaine dernière » me chuchota-t-elle, sa voix rauque d'émotion. Je pensais vraiment que j'allais devoir tout abandonner. Ceci, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est une seconde chance. C'est quelqu'un qui dit, je te vois, ce que tu fais compte. En la regardant dans les yeux, en voyant le talent brut et la détermination farouche qui avaient presque été éteints, j'ai ressenti un sentiment de paix et de but qui était plus satisfaisant que toute victoire ou tout acte de vengeance. J'avais pris le poison de mon passé et je l'avais transformé en un antidote pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Environ un an après la finalisation du règlement, je quittais mon immeuble de bureau tard un soir lorsque je les ai vus, mes parents. Ils m'attendaient sur le trottoir, blottis l'un contre l'autre sous un lampadaire. Ils ressemblaient à des étrangers. Les vêtements coûteux et taillés sur mesure avaient disparu,
remplacées par des versions de grands magasins mal ajustées. La posture puissante de mon père avait disparu, remplacée par un affaissement vaincu. Ma mère, qui avait toujours été si impeccablement soignée, avait l'air effiloché sur les bords. Marc, dit ma mère, se mettant sur mon chemin. Sa voix était mince, implorante. Marc, s'il te plaît, nous voulons juste parler. Juste une minute. Je m'arrêtai, mon corps se tendant. Je gardais une distance prudente d'1,5 mètre entre nous. Nous n'avons rien à nous dire, dis-je, ma voix plate et dépourvue d'émotion. Nous sommes désolés, lâcha mon père, les mots sonnant artificiels et douloureux venant de ses lèvres. Il avait l'air désespéré, ses yeux contenant une lumière frénétique et implorante que je n'avais jamais vue auparavant. Nous savons que nous avons fait une terrible erreur, une horrible erreur. Mais tu dois comprendre, nous étions ruinés. Mes investissements ont mal tourné après le krach de 2008. Nous l'avons caché pendant des années, vivant à crédit. L'argent était parti. Ce mariage, la famille d'Annabelle, c'était notre seule issue. Nous allions faire faillite, être sans abri. Nous étions désespérés. Voilà, la grande confession, la vérité finale et pathétique. Il ne s'agissait pas seulement de leur fierté ou de leur préférence pour Jason, il s'agissait de leur propre survie. C'étaient deux personnes qui se noyaient, et elles étaient prêtes à me tirer vers le bas, à me voler, à commettre une fraude, à sacrifier toute ma vie juste pour garder leur propre tête hors de l'eau. Ce n'était pas une justification, c'était l'aveu ultime de leur propre faillite morale. Je fixais leur visage, gravé de la laideur de l'apitoiement sur soi et du désespoir. J'attendis un éclair de quelque chose à l'intérieur de moi, un fantôme de pitié, un écho d'amour, une pointe d'histoire commune. Mais il n'y avait rien. La porte de cette partie de mon cœur, la partie qui avait autrefois aspiré à leur approbation, était verrouillée et barrée. La pièce était vide. Ils n'étaient plus les géants qui m'avaient rejeté, ils n'étaient que deux tristes, vieux étrangers sur un trottoir, racontant une histoire de leur propre création. J'ai regardé mon père, puis ma mère. Je leur ai fait un petit signe de tête final. Ce n'était pas un signe de tête de pardon ou de compréhension, c'était un signe de tête de rejet. Puis, sans dire un autre mot, je les ai contournés et j'ai continué à marcher dans la rue dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y a pas eu de discours final dramatique, juste le rythme tranquille et régulier de mes pas s'éloignant de mon passé et vers mon avenir, les laissant derrière moi pour de bon. Ce soir, 2 ans plus tard, ma maison est remplie de chaleur et de lumière. Les arêtes vives du passé se sont adoucies, les souvenirs étant maintenant des notes de bas de page dans une histoire beaucoup plus vaste. J'organise un petit barbecue sur ma terrasse, une réunion informelle sous un ciel étoilé. George est au barbecue, se disputant avec mon avocate, Jessica, sur la fin d'une émission de télévision populaire. Ils sont devenus de bons amis, un fait qui m'amuse sans fin. Sarah du centre communautaire est ici, montrant des photos de la nouvelle aile de la jeunesse qu'ils ont pu construire grâce au succès des 2 derniers festivals de la fierté organisés sur cette même propriété. Maya, la première bénéficiaire de la bourse Béatrice, est ici aussi, fraîche de sa première exposition en galerie solo à guichet fermé. Elle est en pleine conversation avec les nouveaux lauréats de la bourse, un groupe de jeunes musiciens talentueux, leur offrant des conseils et des encouragements. Ceci, pensais-je en regardant autour de moi, et ma famille, une mosaïque de personnes incroyables réunies non pas par les obligations du sang mais par le libre choix du respect mutuel, du soutien et de l'amour. C'est la famille que j'ai construite, la famille que j'ai choisie, la famille qui m'a choisi en retour. Je pense rarement à mes parents maintenant. Ils existent quelque part dans le monde, vivant une vie que je ne peux plus imaginer. J'ai entendu dire par des sources sûres que Jason avait déménagé dans un autre état. Il suit une thérapie, occupe un emploi modeste et essaie apparemment de se démêler du réseau toxique que nos parents ont tissé. Je ne lui en veux pas. J'espère sincèrement qu'il trouvera sa propre paix, loin de leur influence. Mais son voyage est le sien, il n'est plus mêlé au mien. Mon attention est ici, dans ce cercle de rire, dans le tintement des verres, dans le silence facile et confortable qui ne peut exister qu'entre des personnes qui se soucient vraiment les unes des autres. Parfois, tard dans la nuit, je me tiens seul sur cette terrasse et je regarde le canyon sombre et endormi. C'est la même vue que je contemplais ce terrible dimanche matin, mais elle me semble différente maintenant. Ce n'est plus seulement ma forteresse ou mon sanctuaire, c'est un témoignage d'une vérité puissante, que vous pouvez construire un beau jardin florissant sur une terre brûlée. Vous pouvez prendre le poison du passé et l'alchimiser en médicament pour l'avenir.
Mes parents ont essayé d'utiliser cet endroit comme une scène pour leurs mensonges. Ce faisant, ils m'ont par inadvertance forcé à découvrir ce qu'est vraiment une maison. Ce ne sont pas 4 murs et une vue spectaculaire, c'est un sentiment. C'est la sécurité, c'est l'acceptation, c'est le confort profond de savoir que vous êtes vu, valorisé et aimé pour ce que vous êtes exactement, et non pour ce que les autres exigent que vous soyez. Je prends mon verre, le tapotant doucement avec une cuillère. La conversation s'éteint, et tous les yeux se tournent vers moi, leurs visages illuminés par la douce et chaude lueur des guirlandes lumineuses. Je veux juste vous remercier, dis-je, ma voix stable et claire, d'être ici, d'être vous. À la famille choisie. À la famille choisie, un chœur de voix répond. Le son des verres qui s'entrechoquent est une douce musique pleine d'espoir qui résonne dans la claire nuit californienne. Et dans ce son, dans ce moment, je suis enfin, complètement et irrévocablement en paix. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà eu à tenir tête à votre propre famille pour vous protéger? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite.